Aujourd'hui, on va jeter un œil à une nouveauté ludique, To-Do List. C'est un jeu d'ambiance. Le principe est assez simple, hein, il faut faire des listes. Des listes sur plein de sujets. 700 catégories, 7 thèmes et puis 7 modes de jeu différents. Bref, c'est présenté comme le jeu idéal pour les apéros, quoi. Accessible dès 14 ans, de 3 à 12 joueurs. Oui, et justement, derrière cette façade assez classique, on va dire, de jeu d'ambiance, il y a une question qui émerge, je trouve. Est-ce que To-Do List, au fond, c'est juste un énième divertissement pour s'amuser, se lancer des petits défis culturels comme ça, sans prise de tête, une compète amicale? Ou alors, est-ce que l'ambition affichée, est-ce que ça vise pas plutôt à nous faire réfléchir un peu sur notre propre culture, nos œillères, peut-être même à, comment dire, promouvoir une certaine forme d'inclusivité? Pour moi, To-Do List, ça reste d'abord et avant tout un jeu d'ambiance. Le but premier, c'est le plaisir de jouer ensemble. Et moi, de mon côté, je vais plutôt argumenter que sa particularité, son vrai, son ADN, quoi, c'est justement cette volonté de provoquer une petite prise de conscience culturelle. Le jeu, dans ce cas, devient un moyen pour y arriver. Bon, alors si je le vois comme un pur divertissement, c'est vraiment en regardant les mécaniques du jeu, hein. Tout semble pensé pour créer de l'animation, de l'engagement rapide. On a 7 modes de jeu qui est géré par l'appli qui choisit le mode. Ça promet quand même de pas trop s'ennuyer, d'avoir des surprises. Et puis le rythme, 15 secondes pour trouver une réponse, ça met la pression. J'ajoute que le jeu est flexible. On peut jouer 10 minutes ou toute la nuit en équipe si on est beaucoup. Ça montre bien que l'objectif, c'est de s'adapter à l'envie de jouer, au contexte. Quant au thème, film, série, musique, géo-histoire, littérature, sport, pop culture, sciences nature, et les 700 catégories, cette largeur, ça vise surtout à ce que tout le monde y trouve un peu son compte, trouve du plaisir, quels que soient ses centres d'intérêt. La culture, ici, c'est la matière première, c'est le terrain de jeu, le prétexte pour s'amuser. Oui, je comprends tout à fait cette lecture basée sur les mécanismes, le format jeu d'apéro, c'est une évidence. Mais je pense qu'on rate quelque chose d'essentiel si on s'arrête là. Mon approche, elle part plus de l'intention qui est affichée, du discours qui entoure le jeu. Il explique vouloir nous faire interroger nos propres références. Il donne même des exemples très parlants. Pourquoi on cite facilement 10 réalisateurs, mais on a du mal à trouver des réalisatrices. Pourquoi on connaît super bien la pop occidentale, mais beaucoup moins, par exemple, les artistes LGBTIQ+. Ou pourquoi on maîtrise des équipes de l'Euro de foot, mais pas celles de la CAN. Et puis, quand on ajoute à ça le choix d'une production éthique, imprimée en Europe, papier certifié FSC, tu sais, pour la gestion des forêts, ça renforce l'image d'un projet qui porte des valeurs. Donc dans cette optique, les mécaniques lister des trucs culturels sous pression deviennent l'outil levier pour activer cette réflexion, pour nous confronter concrètement à ces biais dont il parle. Mais justement, cette intention affichée d'inclusivité, de remise en question, comment est-ce qu'elle se traduit vraiment dans le jeu, dans l'expérience concrète? C'est une chose de le dire, mais est-ce que le jeu y arrive en fait? C'est une excellente question. Et je pense que oui, ça se traduit. Déjà, regarde, le fait de présenter le projet sur une plateforme comme Ulule, donc financement participatif, D'accord, pour le financement, ça peut créer une attente particulière chez les premiers acheteurs, ok. Mais revenons au jeu lui-même, aux règles, une fois qu'on est autour de la table. C'est hyper varié, parfois c'est très léger, voire un peu absurde. Ça ressemble plus à un grand fourre-tout, tu vois, conçu pour créer des situations de jeu marrantes et des défis imprévisibles, plutôt qu'un parcours bien balisé vers l'introspection culturelle. Bon, tu présentes ça de manière un peu caricaturale, c'est vrai, mais je vois où tu veux en venir. Sauf que je ne pense pas que compétition et réflexion soient forcément opposées ici. Au contraire même, je dirais que la compétition, la pression du temps, l'élimination possible, ça agit comme un révélateur super puissant, justement parce que tu es sous pression. Tu vas chercher les réponses les plus évidentes, les plus automatiques dans ta tête. Et c'est là que les biais, ils apparaissent de façon flagrante. Si la catégorie, c'est, disons, compositeur de musique, de films célèbres, et que tu ne sors que des noms d'hommes américains, bon, le jeu te fait pas la morale, moi, il te met face à ça. et si juste après, la catégorie c'est compositrice de musique de films célèbres, et que là tu sèches complètement au point de te faire éliminer au slasher. Eh bien oui, ça peut être frustrant, mais c'est aussi une micro-expérience très concrète de ce biais que le créateur veut pointer du doigt. Ce n'est peut-être pas une méditation profonde sur le moment, j'en conviens, mais c'est une prise de conscience par l'action, par l'échec ou la difficulté. Les catégories légères ou absurdes que tu cites, bien sûr qu'elles existent, pour la variété et le fun, mais elles coexistent avec d'autres qui sont clairement des portes d'entrée vers des sujets plus culturels et potentiellement plus révélateurs de nos horizons. Admettons que la pression puisse révéler des choses. Mais alors,
Quid des autres règles, celles qui semblent justement être là pour adoucir le truc, pour fluidifier le jeu. Je pense par exemple à la règle sur la contestation des réponses. Le jeu dit noir sur blanc que c'est les joueurs qui décident collectivement si une réponse est bonne et même que la mauvaise foi est autorisée. Franchement, ça sent le jeu d'ambiance à plein nez, où l'important c'est que ça tourne, que personne soit bloqué ou trop frustré. Et puis il y a les cartes Joker. Tout ça, ça tire clairement le jeu vers le confort, la souplesse, le rythme, plutôt que vers la rigueur d'une exploration culturelle exigeante. Si le but c'était vraiment la réflexion avant tout, on aurait peut-être des règles plus strictes, non? Je ne vois pas cette flexibilité comme un renoncement à l'objectif de réflexion, plutôt comme une manière de le rendre plus accessible et moins intimidant. Le but, c'est pas de faire passer un examen de culture G, c'est de susciter la curiosité, l'échange. La règle de contestation souple, mauvaise foi autorisée, moi je trouve ça hyper intéressant potentiellement. Ça ouvre la porte à des mini-débats autour de la table. Attends, est-ce que ça compte vraiment comme un film culte des années 80 ? Pourquoi tu considères que ça rentre dans cette catégorie? Même si c'est fait avec humour ou un peu de mauvaise foi, ça oblige à argumenter, à confronter les points de vue sur ce qui est considéré comme connu, comme pertinent culturellement. Le jeu mentionne lui-même que certaines catégories sont sujettes à interprétation. C'est une invitation directe à discuter. La flexibilité, elle n'est pas là pour annuler la réflexion, mais pour l'intégrer dans une expérience de jeu qui reste agréable et partagée. C'est pas un cours magistral, c'est un jeu qui sème des petites graines de questionnement. Passons au dernier point. À qui il s'adresse ce jeu? Accessible dès 14 ans, 3 à 12 joueurs, 10 minutes ou toute la nuit. C'est le portrait robot du jeu qu'on sort pour rigoler entre potes ou en famille sans se prendre la tête. Tout ça joue sur un registre léger, décomplexé par rapport à la culture. L'aspect réflexion, inclusivité, valeur, c'est un angle malin, oui, je te l'accorde. Ça permet au jeu de se démarquer dans un marché où il y a beaucoup de jeux, qui peut séduire un certain public. Le jeu propose explicitement cette double lecture. Amusez-vous, oui, mais soyez aussi curieux de ce que cet amusement révèle sur vous, sur le monde. Ce n'est pas un outil pédagogique déguisé, attention, mais c'est un jeu qui assume pleinement cette ambition de réflexion intégrée au plaisir de jouer. Bon, en résumé, ici, je dirais que To Do List est un jeu habilement conçu pour le divertissement collectif. Ses modes de jeu variés, son rythme donné par le chrono et l'appli, ses règles assez souples et sa grande diversité de thèmes et de catégories en font un excellent candidat pour animer des soirées. L'intention de réflexion, d'inclusivité, c'est une couleur intéressante, c'est une valeur ajoutée qu'il distingue peut-être. Et pour conclure de mon côté, je persiste à penser que même si l'aspect ludique et amusant est indéniable et même nécessaire, ce qui fait la spécificité et l'intérêt profond de To-Do List, c'est justement cette volonté affichée et intégrée de ne pas être juste un jeu d'ambiance. L'effort pour lier le mécanisme de listage culturel à une invitation à la curiosité, à la prise de conscience de nos savoirs, de nos ignorances et à l'inclusivité, c'est ça qui lui donne son identité unique. C'est ça qui pourrait le rendre plus mémorable, plus marquant qu'un simple jeu de questions-réponses. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est vraiment une composante essentielle de l'expérience qu'il vise, une ambition qui le tire au-delà du pur divertissement un peu trivial. On voit bien, en tout cas, que le jeu se situe dans une zone intéressante, à la croisée des chemins entre l'amusement pur et une proposition un peu plus réflexive. Il y a une tension assez évidente, je trouve, entre les mécaniques de jeu d'ambiance qui poussent à la vitesse, à la compète légère, et le discours du créateur qui, lui, invite à l'introspection culturelle. Tout à fait. Et au final, la manière dont cet équilibre sera perçu et vécu, ça dépendra sans doute énormément des joueurs eux-mêmes, de leurs attentes, de la dynamique qui va se créer dans le groupe, et puis de la façon dont ils vont s'emparer des différentes catégories, des différents modes de jeu. Une chose est sûre, ça donne envie d'essayer pour voir comment ces deux facettes cohabitent réellement une fois qu'on est autour de la table.